Pour la 7e fois depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, nous étudions donc le budget de la sécurité sociale présenté par son gouvernement. Et pour la 7e fois, il est en déficit. Et lorsque le chef de l'État quittera l'Élysée, il sera encore en déficit selon la trajectoire prévue par le gouvernement, et il sera encore plus en déficit qu'aujourd'hui. Cette trajectoire est inédite. Le gouvernement n'arrive pas à rétablir les comptes. Et de fait, il fragilise la sécurité sociale dans ses fondements, puisqu'il projette l'idée que notre système de sécurité sociale n'est pas soutenable, n'est pas tenable dans la durée. Nous avons beaucoup débattu au printemps de la première masse financière de ce budget, le système de retraite. Je ne m'y attarderai pas, ma collègue Monique Lubin y reviendra. Qu'en est-il du budget santé du pays ? Il progresse cette année de 3,2%, soit un peu plus que l'inflation prévue, après une année 2023 marquée par une progression inférieure à l'inflation. Mais cette année, cette hausse doit intégrer de nombreux effets de revalorisation, et ils sont tellement importants qu'ils vont consommer plus de 90% de cette hausse, et qu'il ne restera quasiment rien pour la progression de l'inflation, les nécessités diverses et variées d'amélioration du fonctionnement de notre système de santé. Et donc, ce budget, s'il était respecté, ce que à peu près personne ne croit, eh bien, il financerait moins de soins en 2024 qu'en 2023, car le coût de ceux-ci progresse plus vite que l'enveloppe allouée. On apprend à l'école primaire que si en N+1, vous avez 12 €, alors qu'en année N, vous aviez 10 € pour acheter des tomates et que le prix du kilo est passé de 5 à 7 €, vous achetez moins de tomates en année N+1. C'est ce qui arrive avec votre budget. Vous tracez donc le même sillon que depuis des années, celui de la contrainte de l'offre pour comprimer la dépense. C'est une politique qui a démontré son inefficacité depuis des années. C'est une politique qui crée de la désespérance chez les personnels du soin. Elle induit chez eux le sentiment qu'ils ne peuvent remplir leur mission dans de bonnes conditions et ils s'en vont. Nous manquons de médecins généralistes, nous manquons de professionnels à l'hôpital. C'est une pénurie qui se met en place et la surcharge de travail chez ceux qui restent accroît de nouveaux départs et une nouvelle pénurie. L'inefficacité, elle se lit d'abord dans les résultats. Que demande-t-on à un système de santé si ce n'est de faire progresser l'état de santé de sa population ? Or, nos grands indicateurs de santé se dégradent. Après la mortalité infantile, qui progresse lentement mais sûrement depuis quelques années et nous relègue à un niveau moyen au regard des autres pays, c'est au tour de l'espérance de vie à la naissance, longtemps une des toutes meilleures au monde, de flancher. Nous passons de la 6e à la 13e place des pays de l'OCDE. Alors, des résultats de santé publique qui se dégradent, des déficits qui se creusent, tout ceci dans la durée. Que faut-il de plus pour comprendre que quelque chose ne fonctionne pas et que l'heure est à un véritable changement ? Si vous étiez tentés, messieurs les ministres, par un simple rétablissement des comptes, vous avez l'embarras du choix. Réduire ou mettre fin aux allègements et aux exonérations non compensées, annuler tout ou partie du transfert de la dette Covid de l'État à la Cades ou décider de nouvelles recettes. Mais nous vous appelons de toute façon à plus d'ambition. Et affronter cette réalité, c'est que les dépenses de santé progressent plus vite que la richesse nationale sous l'effet de facteurs structurels que nous connaissons bien et face auxquels nous ne pouvons rien d'autre que de nous adapter. Notre pays n'arrive pas à suivre cette hausse et d'autant moins qu'il gaspille trop de ressources et qu'il investit trop peu dans la prévention. Le budget santé du pays est ainsi construit à partir d'une forme de conservatisme matiné d'une lecture financière qui est inefficace. L'Ondam, certes, n'a jamais été une construction de santé publique, mais il se révèle maintenant en obstacle à des démarches de santé. Et si nous continuons, eh bien les indicateurs de santé continueront à se dégrader, les pénuries se perpétrer. Changer, messieurs les ministres, c'est construire autrement notre budget. C'est délibérer sur nos objectifs avant de délibérer sur les moyens. C'est de délibérer dans chaque département des priorités en fonction des besoins de santé de la population. Et c'est ensuite délibérer au Parlement des objectifs nationaux de santé que nous nous assignons. Et c'est ensuite et ensuite seulement allouer les moyens en fonction des choix effectués, car oui, nous ne disons pas le contraire, il y aura toujours des choix à faire. Changer, messieurs les ministres, c'est beaucoup plus de prévention.
C'est l'activité physique et l'activité physique adaptée qui doit se déployer. C'est une lutte énergique contre les polluants dont certains, je pense aux perturbateurs endocriniens, compromettent tout progrès de notre espérance de vie en bonne santé. C'est la réduction de la consommation d'alcool, sur laquelle brasseurs et viticulteurs ont toujours une objection et le président une complaisance. C'est la lutte contre le tabagisme, désavoué l'an dernier par le ministre des Comptes publics, de retour du congrès des buralistes. Et c'est la santé mentale, c'est l'alimentation, c'est la santé au travail. Changer, messieurs les ministres, c'est enfin constater que le mouvement de financiarisation qui frappe le secteur de la santé est un danger pour les fondements de notre protection sociale. Les ressources provenant des assurés sociaux sont détournées vers la rémunération d'actionnaires. La rentabilité prend le pas sur la pertinence des soins. Conjuguée à un mode de rémunération trop centré sur les actes, la financiarisation invalide toute politique visant à l'efficience et à la permanence des soins. Elle s'impose certes sur un déficit d'investissement dans de nombreux secteurs du soin, mais elle profite en cela de ce type de budget trop à courte vue. Il devient urgent d'en poser les limites, faute de voir notre système solidaire régresser encore. Alors vous l'avez compris, nous estimons que le budget que vous nous présentez nous maintient dans une impasse. Alors que la crise sanitaire qui a surgi en 2020 est derrière nous, la promesse présidentielle est oubliée, rien ne change. Alors qu'il faudrait réunir un large accord politique pour rénover en profondeur notre protection sociale et notre système de santé, la faiblesse de votre base politique empêche le Parlement de remplir pleinement son rôle. Les contournements du type CNR ne règlent rien. Le résultat est là, votre gouvernement paraît dépassé par les enjeux de la protection sociale. Je souhaite aujourd'hui être le porte-voix des élus, des maires en premier chef, qui partout, pas seulement dans mon département, le Calvados, tirent la sonnette d'alarme et vous exhortent à agir, madame et messieurs les ministres, pour sauver leur EHPAD. Ils demandent, comme nous, en vain, PLFSS après PLFSS, des financements pérennes à hauteur des besoins. Et le vote d'une loi grand âge, annoncé depuis 2018, est sans cesse repoussé. Ce n'est certainement pas la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France qui permettra de faire face à l'ensemble des conséquences du vieillissement de nos concitoyens, aux questions liées à la perte d'autonomie, à la dépendance, au manque d'attractivité aussi des métiers du secteur social et médico-social. C'est un véritable enjeu de société, un défi que nous devons relever dès aujourd'hui, à peine dès demain. Quand allez-vous prendre la mesure du constat d'urgence que font les EHPAD et les services d'aide et d'accompagnement à domicile partout en France ? Comprenez-vous que l'annonce cet été d'un soutien de 100 millions d'euros pour soulager les structures est en totale déconnexion avec la réalité des besoins ? Les Français aspirent légitimement à bien vieillir chez eux. Et pour ce faire, le gouvernement dit déployer un virage domiciliaire. La réalité, nous la connaissons tous ici. Des associations d'aide à domicile qui sont en souffrance, contraintes de refuser des prises en charge par manque de personnel. Aussi, durant sa dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait fait la promesse de créer 50 000 postes supplémentaires en EHPAD en 5 ans, alors que la Fédération hospitalière de France estimait les besoins à au moins 100 000. Le PLFSS de l'an dernier, au lieu de créer 10 000 postes, comme on pouvait légitimement s'y attendre, n'en avait budgété que 3 000. Cette année, vous n'en prévoyez que 6 000, ce qui n'est certainement pas de nature à améliorer les conditions d'accompagnement de nos aînés. Et puis, nouveau rebondissement, la Première ministre ne parle plus de 2027, mais de 50 000 postes à échéance 2030. Repousser cette promesse présidentielle n'est pas sérieux. Et c'est une énième preuve, si besoin était, que l'engagement insuffisant de ce gouvernement sur le grand âge. Que de temps perdu depuis 2020 et la création officielle de la 5e branche relative à l'autonomie de la sécurité sociale. Vous aurez beau dire que cette branche est excédentaire, personne n'est dupe de la réalité de la situation et de l'urgence à agir. Déjà, en 2019, année de remise du rapport Libault, il était préconisé d'augmenter l'effort en faveur du grand âge de 9 milliards par an. On en est loin. S'agissant maintenant de la branche accident du travail, maladie professionnelle, je dirais simplement que les choses ne peuvent pas bien se passer. Quand vous encouragez l'ubérisation du travail, la sous-protection sociale et les sous-revenus associés, quand vous repoussez à 64 ans l'âge de départ à la retraite de travailleurs usés
qui aspirent légitimement au repos, et quand vous refusez de réintégrer les 4 critères de pénibilité que vous avez supprimés. Les seules mesures que prévoit votre budget visent à traquer les arrêts de maladie, traiter les malades comme des fraudeurs et les médecins comme des complices. C'est dire. Je conclurai par la branche famille en rappelant que les chiffres sur la natalité publiés par l'Insee en septembre dernier sont alarmants. Seul un renforcement significatif des moyens alloués à la politique familiale pourra permettre d'inverser la dynamique déclinante de la démographie française. L'ouverture d'au moins 200 000 places en crèche est toujours nécessaire, alors que des milliers de foyers voient leur désir de parentalité menacé par le manque de solutions de garde. En somme, ce budget de la sécurité sociale n'est pas à la hauteur des enjeux et des décisions que nous devrions prendre, sans attendre davantage. Répondre aux besoins des assurés sociaux, des patients, des ayants droit, voilà ce qui manque cruellement dans ce PLFSS. Ce que contient le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 sur la question des retraites ne laisse pas de m'interpeller. Le gouvernement y fait la démonstration que sa politique en la matière relève d'une navigation à vue. Tout d'abord, nous sommes préoccupés par la volonté de l'exécutif de voir la Caisse nationale d'assurance vieillesse devenir comptable de son propre équilibre après avoir absorbé les déficits des régimes spéciaux. La question de la pérennité de la prise en charge par l'État des compensations relatives aux régimes spéciaux se pose, semble-t-il. L'article 9 du présent projet de loi dispose de fait que le régime général se substitue à l'État dans le rôle d'équilibreur en dernier ressort des régimes fermés. Une clé de TVA serait prévue afin de compenser le coût de cette prise en charge et serait calculée à partir des crédits actuels de la mission régimes sociaux et de retraite. Il nous semble, à nous, que cela décide un avenir de la CNAF particulièrement flou. Nous sommes par ailleurs, comme d'autres, totalement opposés à la volonté de l'État de puiser dans les réserves de l'Agirc-Arrco. Cette dernière a constitué ses réserves par sa bonne gestion, dans le cadre d'un paritarisme rigoureux. Cela a exigé des efforts sensibles de la part de ses bénéficiaires et ne saurait être sanctionné par une ponction décidée unilatéralement par le gouvernement. Concernant les résultats des régimes de retraite énoncés dans ce PLFSS et sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir lorsque nous étudierons l'article ad hoc, je souhaite tout d'abord faire un rappel peut-être évident mais néanmoins utile. Le PLFSS par essence n'englobe pas les chiffres des retraites complémentaires. Je le précise au cas où certains seraient tentés de procéder à des comparaisons hasardeuses. On continue à lancer à la figure des citoyens des milliards qui finissent par ne plus avoir beaucoup de sens, à des échéances variables, 2027, 2030. À regarder ces chiffres de près, les régimes obligatoires de base afficheraient des déficits autour de 14 à 17 milliards d'euros en 2027 et la réforme aurait fait économiser 7 milliards d'euros à 2027, dans 4 ans. J'ai envie de vous dire, il resterait donc encore 14 milliards d'euros de déficit, ou 17, ça dépend, enfin je ne vais pas faire les calculs ici. Je précise toujours, sans les excédents des caisses complémentaires. Nous serions donc très loin des équilibres annoncés par la réforme. Pourquoi, une fois pour toutes, ne pas plutôt décider de la part du PIB que nous consacrerions aux retraites, afin de rendre le débat plus clair et d'assumer ainsi les excédents lorsqu'il y en a, ce qui bien évidemment est facile, ou les déficits. En tout état de cause, il nous revient donc de nous accorder sur des étalons de mesure à même de permettre aux citoyens de comprendre et de se positionner dans ce débat, mais aussi de trouver ensemble et avec les partenaires sociaux les moyens de permettre à notre système de retraite de surmonter les conséquences d'une situation économique ou démographique dégradée qui pourrait se faire jour. La protection de notre système de retraite mérite mieux que des réformes poussées par des intérêts soumis aux aléas de la politique politicienne. Et si des efforts doivent être faits, ils ne doivent pas toujours être portés par les mêmes.